Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1. Et oui, en ce vendredi, c'était le jour de la reprise. Après une pause de 3 semaines, on n'avait pas fait le dernier Grand Prix du côté de la Belgique, mais on va faire un point de mi-saison sur la Formule 1. Et puis, il y a eu quand même pas mal de changements. Pas mal d'informations en coulisses également, de rumeurs qui circulent. Donc on va essayer de détailler tout ça avec ce point de mi-saison, ce petit conseil de classe tout simplement des différentes équipes et des différents pilotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu comme équipe, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief parfois de la Formule 1, mais surtout de la Vuelta pour ces prochains jours. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite. Première partie de saison qui a été dominée par Red Bull. C'est vrai qu'on a eu peu de grands prix très passionnants depuis le début de saison. Parce que vous avez une équipe et un pilote qui s'en sortent mieux que les autres. Et puis que derrière, on a eu pas mal de changements de hiérarchie. C'est-à-dire que autant sur une course, on a à peu près la même hiérarchie. Il y a pas mal d'écarts entre les différentes équipes, ce qui ne permet pas de se dépasser. Par contre, on voit d'une course à l'autre pas mal de changements de hiérarchie. À Monaco, Alpine avec Ocon était pas mal. Sur d'autres Grands Prix, c'était Aston Martin. On a eu un retour en force de McLaren. Quelquefois, Ferrari a réussi à s'en sortir. Mercedes aussi, qui a bien rectifié le tir. Donc, c'est assez intéressant de voir quand même comment ça se tire la bourre derrière. C'est vrai que pour le titre, il n'y a plus vraiment de suspense. Verstappen sera champion du monde. Maintenant, c'est de savoir à quel moment. Pour le titre constructeur, ça risque d'être difficile également de battre Red Bull. Par contre, il y a quand même d'autres bagarres qui sont assez intéressantes. On commence par la première équipe au classement du constructeur. C'est Red Bull à qui j'ai décidé de mettre un 18 sur 20. Alors pourquoi pas 20 sur 20 pour Red Bull ? D'un côté, Verstappen, 20 sur 20, ça c'est totalement d'accord, il fait une saison fantastique. Le problème c'est que Perez, de l'autre côté, c'est pas foufou du côté de Perez, parce que il y a eu quand même pas mal de points de perdus, parce qu'il est certes deuxième, mais quand même largement distancé par rapport à son équipier. Alors il a eu un regain de forme en Hongrie et en Belgique, mais ça reste beaucoup trop irrégulier. Et puis il y a eu un gros trou noir quand même entre Monaco, l'Espagne et le Canada après un bon début de saison. Et ce trou noir lui coûte très cher quand même du côté de Perez, avec des écarts en qualification qui sont énormes également entre les deux équipiers. Donc d'un côté, on a un Perez qui pour moi est sur du 12 sur 20, parce que c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est pas dingue non plus, c'est moyen, c'est correct sans plus. Et puis de l'autre côté, on a un Verstappen qui domine, qui fracasse tout le monde. Il a remporté, ils ont remporté toutes les courses du côté de Red Bull. Et lui, quand il n'a pas gagné, il a fait 2. Il a toujours été sur le podium pour le moment. Donc ça, c'est assez fantastique. Son pire résultat, c'est 3e sur la course sprint en Azerbaïdjan. Donc c'est pour dire quand même la performance pour le moment de Verstappen, qui est au-dessus, mais parce que chez Red Bull, on a trouvé quelque chose avec le DRS. Je pense qu'on a vraiment misé sur cette première partie de saison. On s'est dit, on va taper fort par rapport à l'avantage qu'on avait su prendre l'année dernière, peut-être aussi parce qu'on avait triché sur le budget capé. Et puis on s'est dit que sur la deuxième partie de saison, on aura assez de marge en termes de points pour ne pas mettre en place des évolutions, parce qu'on n'a plus de temps de soufflerie, parce qu'on a eu des pénalités suite au dépassement de budget capé. Mais je pense qu'ils ont voulu taper très fort tout de suite pour mettre en difficulté leurs adversaires en termes d'organisation. Et ça a marché parfaitement, parce qu'aujourd'hui Red Bull domine, mais aujourd'hui Red Bull ne peut plus faire d'évolution sur sa voiture. Ça, il faut le comprendre aussi. Mais Verstappen, la voiture, il la maîtrise complètement, et surtout il a une marge en fait par rapport à ses adversaires. Il a une marge énorme, ce qui n'est pas le cas
de Pérez. C'est ce qui fait la différence. Pérez maîtrise moins cette voiture parce qu'elle convient parfaitement à Verstappen. Et quand une voiture convient parfaitement à Verstappen, souvent elle est difficile d'utilisation pour ses coéquipiers. Ça a été le cas pour Albon, ça a été le cas pour Gasly, c'est le cas maintenant pour Pérez. Et il a une voiture qui convient parfaitement. Bon, après derrière, Verstappen a fait parfois quelques erreurs. Il a été bougon. Ça, c'est du Verstappen pur jus, j'ai envie de dire. Maintenant, on est un petit peu habitué. Avec ce comportement un petit peu d'enfant gâté, presque, parfois. De tête à claque, je dirais. Et puis, mais après, en termes de pilotage, là, il n'y a rien à dire. À part qu'il est au-dessus. Voilà, aujourd'hui, Verstappen, il est imbattable. Bon, on va voir aux Pays-Bas, mais je pense qu'il aura à cœur de gagner. Je pense qu'à Monza, avec l'avantage du DRS en qualif, ils vont être imprenables. Bon, peut-être qu'il y aura une opportunité à Singapour, mais pour les adversaires, avant Singapour, ça risque quand même d'être difficile sur les 2 prochaines courses. Et Verstappen, bon, je vois pas qui va pouvoir aller lui chercher des noises en termes de pilotage pur. Donc, pour le moment, Red Bull, c'est quasiment une copie parfaite. Dommage juste. Pérez avec quelques erreurs de pilotage et ce trou noir encore une fois Monaco, Espagne, Canada qui lui coûte très cher parce qu'au départ il était quand même à la lutte avec Verstappen. Moi je m'étais même dit tiens, est-ce qu'il va pas pouvoir enfin cette année se battre avec Verstappen, sauf que derrière il accumule les erreurs et il accumule également les éliminations en Q1 et ça c'est problématique parce que quand tu pars 15e, 16e, 18e sur la grille de départ, forcément après derrière pour obtenir des bons résultats, ça devient très très compliqué. On passe à la deuxième équipe au championnat constructeur, c'est Mercedes. Moi j'ai décidé de mettre 14 sur 20 pour Mercedes. Le début de saison était compliqué, ça a été très très difficile même, à part la deuxième place en Australie, mais sinon Mercedes n'arrivait pas à s'en sortir avec sa voiture. Ils ont changé de fonctionnement avec ces pontons qui sont maintenant plus typés Red Bull. Mais c'est pas si facile que ça non plus parce que il faut trouver le mode d'emploi, ce qui n'est pas forcément évident. Mais ils ont quand même sur cette à partir du Grand Prix d'Espagne vraiment retrouvé du rythme. Mais on sent que c'est une voiture qui est pointue à utiliser. On en parlera plus tard avec l'Alpine ou avec la McLaren qui ont peut-être également ces soucis-là. Mais cette Mercedes, elle est pointue d'utilisation. C'est-à-dire sur certains circuits, ça marche très bien. Sur d'autres, comme l'Autriche par exemple, ça ne marche pas du tout. Et ils ont du mal à comprendre pourquoi ça ne marche pas sur certaines pistes encore. Je pense qu'ils ont encore du mal à se régler, tout simplement. Du côté de Mercedes parce que changer du tout au tout de concept de voiture en cours de saison, forcément tu as des ratés en termes de réglage parce que tu connais pas encore ta voiture. Mais on voit là encore la force de Mercedes, ce travail à l'usine qu'ils font parfaitement bien, le travail de simulateur. C'est peut-être l'équipe qui maîtrise le mieux le simulateur aujourd'hui Mercedes et on voit que c'est une force parce que quand ils sont en difficulté le vendredi, ils rectifient le tir le samedi. Et on l'a vu notamment sur les courses sprint. Des fois, ils étaient vraiment en difficulté le vendredi soir. Bam, le samedi, ils trouvent un truc. Derrière, ils te collent 3 dixièmes, 4 dixièmes en un jour. Et ça, c'est grâce au travail de simulateur parce qu'ils ont toujours eu des bons pilotes de simulateur. Van Dorn, notamment. Nick... je ne sais plus s'il y a eu Nick de Vries, mais Van Dorn, il l'avait été. Ocon aussi. Et ça a toujours été leur grande force, alors que d'autres équipes ont un peu négligé cet aspect-là. Et ce qui fait qu'on a quand même un Lewis Hamilton qui se bagarre pour la 3e place du championnat du monde pilote, avec un Russell qui est quand même un peu en retrait par rapport à Hamilton cette année. On sent que Hamilton est peut-être plus le chef de file cette année que Russell, surtout depuis qu'on a fait des évolutions sur la voiture. Et puis du côté du classement constructeur, on est 2e avec 247 points et on a déjà plus de 50 points d'avance sur Aston Martin. Et ça, c'est très intéressant pour cette équipe.
On poursuit avec Aston Martin. 15 sur 20 pour Aston Martin. Pourquoi j'ai mis 15 sur 20 ? Alors pour moi, Alonso, c'est du 17, du 18. Juste ce qu'il produit en ce moment avec le matériel qu'on lui donne. De l'autre côté, Stroll, c'est 5 ou 6. Parce que tu sens que Stroll... J'ai parfois défendu Stroll. Pas toujours. J'ai parfois descendu Stroll en disant, je pense que c'est un pilote incompris, Stroll. Mais là, t'as beau te dire quand même que cette année, il a pas la motivation, tout simplement, Stroll. Je sais pas, il a la tête où il a la tête. Certains nous disent qu'il voudrait faire une carrière de tennisman. Commencer une carrière du tennisman à 26 ou 27 ans, ça serait quand même un cas unique dans l'histoire. Mais il faut très clairement dire qu'il n'a pas la tête à la Formule 1. Mais Stroll, moi j'ai toujours eu ce sentiment-là avec Stroll qu'il n'était pas vraiment passionné de Formule 1. Contrairement à d'autres pilotes qui regardent F1, qui écoutent sport mécanique, qui boivent du sport mécanique, qui boivent de l'huile au petit déjeuner. C'est pas le cas de Stroll. Stroll il fait ça parce que pilote de F1, voilà, c'est bien dans la vie. C'est mieux que jet setter, mais s'il avait pu faire jet setter, il aurait fait jet setter avec l'argent de son père. La question est de savoir à quel moment ça va user Alonso et qu'il y a un moment chez Aston Martin, il faudra faire un choix. Est-ce qu'on se sépare du fiston, quitte à ce que ça mette des mauvaises relations dans la famille, et on essaie d'avoir 2 pilotes performants, ou il y a un jour où Alonso il va se barrer, où Alonso ne fera plus aucun effort pour développer la voiture. Il faut faire attention parce qu'Alonso, il peut être très vite dans un côté comme dans un autre. Très vite, il peut être très travailleur, à vouloir vraiment faire progresser son équipe, mais s'il voit que derrière dans l'équipe, il y a des soucis de relationnel, il y a des soucis où il n'a pas les pleins pouvoirs, on va dire Alonso, très vite, il peut devenir le pilote qui va plus vraiment se battre dans sa voiture. Et on l'a vu notamment chez Ferrari, on l'a vu chez McLaren, avec Honda, on l'a vu avec Alpine aussi, quand le relationnel était moins bien. Quand il a senti qu'avec cette équipe-là, il ne pourrait pas jouer le titre, il a décidé d'aller chez Aston. Et qu'en plus, on faisait tarder le renouvellement de contrat. Je pense qu'il a vu quand Alpine plafonnait en termes de performance, ça ne lui a pas donné envie. Alors qu'au tout début chez Alpine, il était très motivé, notamment avec tout le travail qu'il avait fait au niveau de la direction assistée de cette voiture. Aujourd'hui, chez Aston Martin, il a apparu très motivé, il a fait beaucoup de boulot, il s'est vraiment craché dans les mains, mais ça fait quand même 3-4 courses où on sent que ça a un peu changé, où on sent que c'est un peu plus compliqué. Donc c'est là on va voir comment ça va se passer désormais pour Aston Martin. Il y a eu les coups où il n'a pas dépassé Stroll alors qu'il était bien plus rapide que Stroll. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui montrent que chez Aston Martin, tout n'est pas rose. Par contre, il faut saluer le travail qu'ils ont fait à l'usine, le travail de recrutement déjà, d'ingénieurs, mais aussi le travail qu'ils ont réalisé à l'usine. Parce que je pense que cette équipe-là, c'est l'une des meilleures voitures que cette équipe a construit depuis l'époque Jordan. Depuis la Jordan de 99, je pense que c'est une des meilleures voitures qu'ils ont construites. Et on voit qu'elle est efficace, qu'elle est performante, qu'elle n'a pas de gros défauts cette voiture. Maintenant, on s'aperçoit aussi que le problème que j'avais envisagé en début de saison, c'est-à-dire que quand Aston Martin avait dit pendant la saison on va changer 80-90% de la voiture, j'avais dit faire attention parce que les évolutions avec des ingénieurs qui n'ont pas conçu la voiture, ça va peut-être être compliqué et il va peut-être falloir ralentir le rythme des évolutions où il y a peut-être pas mal d'évolutions qui ne vont pas marcher. C'est vrai qu'on a l'impression quand même depuis 4-5 Grands Prix que le travail qu'ils font sur la voiture ne leur permet pas d'aller chercher Mercedes, d'aller chercher Red Bull, d'aller chercher McLaren, qui sont un petit peu en dessous. Donc il faudra voir sur les prochaines courses, notamment du côté des Pays-Bas. Mais il a été devant dès la première séance d'essai du côté d'Alonso. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On poursuit avec une nouvelle équipe du côté du championnat du monde des constructeurs. C'est Ferrari. 8 sur 20.
Les années se suivent et se ressemblent chez Ferrari. Donc, c'est le bordel en interne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il y a des, je sais pas s'il y a des guerres de territoire, il y a des guerres de position. On sent qu'on est quand même sur une année de transition, quand même, avec un Fred Vasseur il y a quand même pas mal de mecs qui dégagent, Binotto qui est parti. Vous avez également l'ingénieur qui va rejoindre AlphaTauri, Mekies qui est parti. Donc on sent qu'il va changer les hommes à la tête de Ferrari, notamment au poste important et notamment au poste où ça déconnait. Au niveau des arrêts au stand, on a quand même rectifié le tir, ce qui était le gros problème l'année dernière de faire des arrêts au stand. Vous avez du mal à faire des arrêts au stand en moins de 3 secondes quand même l'année dernière chez Ferrari. Le souci, c'est que la voiture n'est pas très bonne. Et surtout, vous parlez de voiture pointue avec la Mercedes, mais la Ferrari, c'est encore pire. Elle est pointue et en plus, ils ne comprennent pas leur voiture. Parce que, à ce qu'on nous disait, en Belgique, ils s'attendaient à être nulle part. Ils ont été dans le coup. En Hongrie, ils s'attendaient à être dans le coup. Ils ont été nulle part. Donc, c'est-à-dire que même en interne, même les prévisions de simulateurs ne marchent pas. Alors, est-ce que c'est des problèmes de réglage de soufflerie ? On se souvient qu'une année, ça avait pourri la saison de Renault avec des réglages de soufflerie qui n'étaient pas bons. Est-ce que c'est des soucis de simulateur ? Parce que si votre simulateur est mal réglé ou n'est pas suffisamment à jour, ça peut être problématique. Mais aujourd'hui, du côté de chez Ferrari, c'est difficile parce que 3 podiums sur l'année, on attend plus, on attend mieux, mais en même temps, on est en pleine période de restructuration. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer du côté de chez Ferrari. Bon, il leur reste pas mal de courses encore, même si on a fait quand même beaucoup de grands prix. Là déjà, on a enchaîné les grands prix et que la fin de saison va être, la dernière partie de saison va être un petit peu plus calme. Mais il va falloir trouver des solutions chez Ferrari parce que sinon ça peut être compliqué surtout au niveau du championnat constructeur on est derrière Aston mais on s'aperçoit qu'on est derrière Mercedes et que Mercedes va être dur à aller chercher parce qu'on a 60 points de retard sur Mercedes et ça c'est plus embêtant, c'est plus inquiétant et qu'Aston Martin il va falloir prier pour que Stroll soit pas très bon. Et puis du côté de Ferrari ça commence mal parce que Leclerc a dû faire 15 heures de bagnole parce qu'il a eu une infection à l'oreille qui fait qu'il ne pouvait pas prendre l'avion et que certainement qu'après Zandvoort il va devoir faire la même chose pour aller à Monza, donc encore 15 ou 16 heures de voiture d'affilée. Ça va pas être facile pour Charles Leclerc, mais on a l'impression que cette équipe-là, ça travaille pas très bien, et qu'en plus, dès qu'il y a un coup du sort, ça leur retombe dessus. C'est assez dingue chez Ferrari. Donc, on va voir si, comme dirait Franck Ribéry, la roue va tourner pour cette équipe italienne. On continue avec McLaren. McLaren, je crois que j'ai mis 14, je ne sais plus. Non, j'ai mis 11. Moi, j'ai été sévère avec McLaren. Non, j'ai été sévère parce que le début de saison, qui a été plus compliqué encore que l'année dernière, et pourtant l'année dernière, ça n'avait pas été bon. Ils se sont ratés. Mais comme la saison dernière, ils avaient fait une voiture qui était très pointue à piloter. Elle est encore pointue à piloter. À Bahreïn, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que la voiture, comment ils la conçoivent, elle ne marche pas du tout à Bahreïn. C'est con, quand un de tes sponsors principaux, un de tes financeurs, tes financiers, tes créanciers principaux, c'est la région de Bahreïn. Et qu'il y a eu quand même une usine à Bahreïn de McLaren. Mais on s'aperçoit que chez McLaren Mercedes, c'est un peu comme Alpine, quoi. Il n'y a pas les moyens. Alors, Zak Brown travaille quand même mieux que chez Alpine. Ça, c'est clair et net que je pense que Zak Brown est quand même un peu meilleur, mais que il leur manque des ingénieurs. Alors, ils ont fait quand même, depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne,
Bon, voilà, ils ont bien rectifié le tir hein, depuis l'Autriche pour Norris, mais le Grand Prix de Grande-Bretagne avec Piastri. Ils ont 2 pilotes talentueux. Piastri, il a du talent et il a bien réussi à comprendre comment marcher une Formule 1 et il est très proche de Norris. Je pense même que Norris ne s'attendait pas à ce que Piastri soit aussi proche, aussi vite de lui en termes de performance. Malgré tout, on n'est que 5e au classement constructeur. Ça, c'est une déception. Et puis surtout, on ne pourra pas gagner de position. On est trop loin par rapport à Ferrari. On pourra en perdre une peut-être avec Alpine, si Alpine se ressaisit. Et du côté de McLaren, c'est difficile au niveau voiture, quoi. On sent que le châssis est pas fantastique. Et puis, ils ont peut-être raté le coche avec Audi aussi, McLaren. Tu te dis que bon, le moteur Mercedes, il n'est pas très bon. C'est pas le meilleur. Alors, c'est pas le pire que le Renault. Mais bon, avec un moteur Audi, quand tu sais le sérieux qu'a Audi, peut-être que ça aurait pu permettre d'être un peu plus devant. Et du côté de McLaren, Mercedes, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Parce que, si il a fallu attendre l'Autriche pour vraiment rectifier le tir avec une nouvelle version de la voiture, là, ça a l'air de fonctionner, même si le Grand Prix de Belgique a été compliqué. Mais il faudra poursuivre les évolutions sur cette voiture, sinon ça risque d'être compliqué et ils ne trouveront pas la solution. Par contre, 2 pilotes qui sont performants et qui pour moi donnent leur maximum, même si on sent que Norris des fois ça l'énerve un peu la situation chez McLaren et qu'on se dit que Norris peut-être dans une autre équipe ça pourrait vraiment être exceptionnel. 6e équipe dont on parle désormais, une équipe française. Ça va être long, je sens. Alpine, 7 sur 20. Et encore, j'ai été gentil avec 7 sur 20. J'ai été gentil parce qu'il y a quand même un podium pour Alpine. À Monaco, il y a quand même des points qui ont été marqués. Mais le problème d'Alpine, c'est que depuis 4-5 ans, en fait, depuis le départ de Cyril Abiteboul, on ne voit pas d'évolution de performance. Je pense que l'erreur d'Alpine, ça a été de prendre Rossi pour gérer l'aspect F1. Parce que Rossi, tout le monde l'a critiqué. Alors, ça me fait un peu marrer parce que tout le monde le critique après coup. Prost l'a critiqué après coup. Tout le monde lui saute dessus après. Une fois qu'il est viré, ce qui est un peu facile, il aurait peut-être fallu le faire quand vous étiez en poste. Prost aurait pu le faire quand il était en poste parce que c'est Alain Prost et que de toute manière, qui va s'attaquer à Alain Prost avec 4 titres de champion du monde. Et pourtant, il a fait crouler une équipe de Formule 1. Mais du côté d'Alpine, il y a des problèmes qui ressurgissent parce que les résultats ne sont pas là. Notamment les problèmes entre d'un côté Viry-Châtillon, de l'autre côté Enstone. C'est-à-dire que Enstone dit le moteur est mauvais, Viry-Châtillon dit le châssis est mauvais. Pas comme ça qu'on arrive à trouver des évolutions. Le châssis est pas top. Le moteur, il semblerait que ça soit le pire du plateau parce que même les autres motoristes disent qu'il va falloir aider Alpine parce que sinon en 2026 quand on va bloquer les moteurs ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que maintenant ils sont fiables Alpine au niveau moteur, plutôt fiables. Mais on a vu en ligne droite sur certains Grands Prix c'était une catastrophe. Et puis il y a des doubles abandons qui font mal. Je pense en Australie, je pense en Grande-Bretagne également et aux Pays-Bas. Et sur les autres courses, à part Monaco, on n'a pas pris tant de points que ça. Le meilleur résultat en dehors des 2 pilotes à Monaco, qui font 3 et 7, c'est 8. Je pense que Renault ne met pas autant d'argent sur Alpine pour finir à 8 d'une course. Et à un moment, ça va lasser chez Alpine. Et en interne chez Renault. Ça va lasser. La F1, ça coûte cher. Et on va peut-être se recentrer sur d'autres programmes. Il y a l'Hypercar. Il se lance en LMDH l'année prochaine. On va voir déjà comment ça va faire avec l'équipe F1. Mais il y a un vrai problème aujourd'hui. On parle de... Alors Bruno Famin est arrivé. Bruno Famin est quelqu'un qui connaît le sport dans les constructeurs généralistes parce qu'il a géré le rallye
chez PSA. Il a géré également le programme 908 chez PSA. Donc il sait comment gérer un grand constructeur et comment gérer une situation avec un grand constructeur et un programme sportif qui est onéreux. Binotto, pourquoi pas? Après, Binotto chez Ferrari, ça faisait pas des miracles non plus. Pour moi, c'est pas un meneur d'hommes, Binotto. Bon. On se demande pourquoi on a recruté Davide Brivio, quand même. Et puis Rossi, j'ai envie de dire bon débarras parce que il tirait tout le temps la couverture sur lui alors qu'il faisait pas grand chose. Et surtout, j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à rester à sa place. Donc je vais pas pleurer le départ de Rossi, mais Binotto. Pour moi, le mieux, ça aurait été de reprendre Abiteboul. Le problème, c'est qu'Abiteboul aujourd'hui, il est chez Hyundai et il a autre chose à faire que Renault. Mais je suis pas sûr que Binotto, ça soit exceptionnel. À part s'il arrive à gérer à la fois les moteurs, c'est un motoriste de base, c'est un spécialiste moteur, Binotto. S'il arrive à gérer, à améliorer le moteur et en même temps à gérer ces guéguerres de clan entre Enstone et Viry-Châtillon. Mais ça, ça a quasiment toujours été le problème avec Renault Sport. Depuis 2000, depuis qu'ils ont racheté Benetton. C'est cette guéguerre entre Enstone, donc anciennement Benetton, et de l'autre côté Renault, Viry-Châtillon, qui est le lieu ancestral des moteurs Renault, de Renault Sport. Ça a toujours été la guéguerre entre les deux, à part sous l'époque Briatore, et déjà sous l'époque Briatore, c'était pas facile, et comme le dit souvent Montagny, là c'était difficile encore plus. Le départ de Omar Schaffnauer, c'est compliqué de juger son travail parce qu'il est resté un an, un truc comme ça. Enfin, il n'est pas resté longtemps. À part avoir géré la situation Piastri, Alonso, Gasly, on va dire. Bon, il n'a pas fait grand-chose. Et amené le sponsor BWT. Et on se demande bien, je pense qu'il est surtout venu pour ce sponsor-là. Davide Brivio, on ne sait pas trop. Pat Fry, là c'est un des ancêtres de Enstone qui part. Après, ça va peut-être permettre de régler ces situations de guéguerre de clan. Mais oui, on voit que la saison risque d'être compliquée. Je pense qu'elle sera en deçà des attentes parce que, à part s'ils arrivent à passer devant McLaren, mais de toute manière, soit ils sont 6, soit ils sont 5 du championnat. Ça ne sera pas fantastique. Et je pense qu'il faudra remettre sur la table plein de choses parce que Alpine ne peut plus se cacher. Pendant très longtemps, Alpine, Renault, ils se sont cachés. On se moquait souvent d'Abiteboul pour ça, même en disant, Abiteboul disait toujours, on n'a pas les moyens des autres, vous verrez, quand on va avoir les moyens, quand il y aura les budgets capés, nous, on pourra être dans la même cour que Ferrari, Aston, Mercedes, Red Bull. Maintenant, il y a les budgets capés. Ils sont toujours pas dans la même cour. Et je dirais qu'ils sont moins bien qu'à l'époque Abiteboul. Parce que Abiteboul, il était capable quand même parfois il était capable d'avoir plus de podiums sur l'année et des podiums plus réguliers sur la saison. Ce qui n'est pas le cas là, donc c'est un peu le problème. Mais après, les deux pilotes font du bon boulot. Je trouve que Ocon est sérieux dans son travail. Il a montré de bonnes pointes de vitesse, notamment en course. Que Pierre Gasly montre qu'il est rapide en qualif. Il a encore quelques soucis avec la voiture, mais je trouve que quand même il a bien rectifié le tir par rapport à certains grands prix. Donc c'est pas mal quand même pour les deux. Le problème, c'est que la voiture, pour moi, n'est pas bonne. Tout simplement. On continue avec Williams. J'ai mis 13 sur 20 à Williams. Albon est excellent. Je trouve beaucoup de mecs mettent en avant Tsunoda, ils parlent pas trop d'Albon. Mais ce que fait Albon avec le matériel dont il dispose, c'est plus impressionnant que Tsunoda.
c'est plus impressionnant, je trouve, que Tsunoda. Parce que Albon, comme Russell avant, mais je crois encore mieux que Russell, il amène l'équipe dans le bon chemin. Ce que ne fait pas Tsunoda. Parce qu'aujourd'hui, AlphaTauri, ils sont vraiment dans le creux de la vague au niveau performance de voiture. Alors que Williams, ça progresse. La voiture n'est pas encore parfaite. Ils ont encore plein de soucis parce que, comme le disait la direction de Williams, on a tellement de retard aujourd'hui et pas forcément les moyens pour aller rattraper notre retard, même si on est aidé par la FIA au niveau des règlements. On a un tel retard au niveau infrastructure que ça va pas se faire en 2 jours, quoi. Mais du côté de Williams, on voit quand même du bon boulot. On voit que c'est une équipe qui a une voiture qui marche sur certains circuits, pas sur d'autres, mais ça c'est le cas depuis déjà de l'époque Russell, depuis des années. Mais je trouve quand même que Albon montre beaucoup plus de constance. Alors c'est vrai que Logan Sargent, il a du mal, hein. Ça c'est pour le moment, il a quand même pas mal de soucis à être performant avec la voiture. Mais je trouve que Albon, il a rarement fait des courses dégueulasses et en qualif, il est quand même impressionnant, le Thaïlandais. Il a sorti des résultats en qualif où tu dis waouh, et en course, il marque quand même 11 points. Et ça le place au championnat pilote. Ça le place 13e, juste derrière Gasly. Devant Hülkenberg, devant Bottas, devant Tsunoda, devant Ricciardo, qui n'a fait que 2 courses. Mais et c'est là où on voit que c'est la grosse force quand même de Albon. Mais parce que c'est un battant. Albon, il a cru à un moment que sa carrière en F1 elle était finie. Quand il se fait virer de Red Bull, il se dit ma carrière elle est finie, je reviendrai jamais. Et puis il a réussi à revenir. Et là je trouve que chez Williams il fait un super boulot. Il fait un super boulot de développement de la voiture. Il fait un super boulot avec les ingénieurs. Il se bat comme un diable au niveau rythme de course. Bon, ce seul souci, c'est cette couleur de cheveux peroxydés qu'il a parfois sur certaines courses. Des petits soucis, c'est moi qui me moque en plus au niveau capillaire. C'est l'hôpital qui soude la charité. Mais du côté de Williams, il fait un super boulot. Bon, Sargent, c'est un peu plus compliqué. On sent que... Je pense que ça fait partie des pilotes qui sont arrivés très tôt en Formule 1 et qui auraient peut-être bien fait de faire une saison de plus. Peut-être pas en F2, peut-être en Super Formula, peut-être en IndyCar, peut-être dans un autre championnat où on a un gros travail de développement des voitures ou un gros travail de réglage avec des puissances un peu supérieures. Le problème de la F2, c'est qu'il n'y a pas de développement de châssis, par exemple. Il n'y a pas de développement moteur parce que tout le monde a le même moteur. Et je pense qu'il lui manque ce travail-là, Logan Sargent. Parce que c'est un battant lui aussi. Je rappelle, c'est un pilote qui était dans aucune filière pendant très longtemps. Mais là, il lui en manque un petit peu, je pense. L'avantage, c'est que lui, il avait un contrat de 2 ans. Pour l'instant, ce qu'on nous disait, c'est qu'on le garderait 2 ans. Parce que sur le marché, on n'a pas tant de pilotes que ça pour l'année prochaine. Prendre Nick De Vries, faudrait voir quand même, parce que son expérience AlphaTauri a été quand même un échec. Et puis, est-ce que Nick De Vries ne voudra pas plutôt retourner en Formula I qu'aller chez Williams? Donc ça sera la grande question. On poursuit avec Haas. J'ai mis 10 sur 20 à Haas. C'est bien, mais c'est pas bien aussi. On s'attendait pas à des merveilles de Haas. 11 points marqués, c'est pas mal. Sauf que tu t'aperçois que les 11 points marqués, le dernier, c'était à Miami, quoi. Donc ça commence à faire une trotte. Il y a eu pas mal d'abandons sur des soucis mécaniques. Et puis, là, ils enchaînent les résultats où ils ont déjà du mal à se qualifier en Q2 du côté de Haas. Magnussen a quand même un peu rectifié le tir par rapport à Hülkenberg, mais Hülkenberg est quand même au-dessus, quoi. Hülkenberg, c'est vraiment il fait du bon boulot. Voilà, il fait du bon boulot parce qu'il a vraiment envie. Et c'est vrai que Magnussen est un petit peu plus en difficulté, je dirais, face à Hülkenberg. Même si, là, sur ces derniers Grands Prix, ça s'équilibre un peu, mais en qualif, il y a quand même un écart de performance. Le problème de Haas, c'est que on sent que c'est une équipe où il n'y a pas non plus énormément de moyens.
Alors ils commencent toujours fort leur saison parce qu'on sait qu'ils sont aidés par Ferrari. Mais sur la deuxième partie d'année, c'est toujours compliqué. Il faudrait plus de sponsors aujourd'hui, et c'est ce qui manque à Haas, c'est des moyens financiers, c'est aussi des ingénieurs de qualité, parce qu'ils ont une équipe d'ingénieurs qui est très jeune, mais pas forcément la meilleure au monde, et on voit que ils n'arrivent pas à rectifier le tir. C'est-à-dire que Ferrari leur donne une bonne voiture, après derrière ils savent pas trop quoi en faire, quoi, presque. C'est un peu ça. Et en cours de saison, c'est une équipe qui a toujours eu des deuxièmes parties de saison qui étaient moins bonnes que les premières. Donc c'est pas très rassurant, vu que déjà on a l'impression qu'ils ont un peu fini sur les rotules cette première partie de saison. J'ai pas grand chose à dire très clairement sur Haas, parce que c'est pas une catastrophe non plus 11 points. C'est Haas. C'est une équipe qui parfois n'était pas du tout dans le coup. Et c'est là où tu t'aperçois que voilà, bon, ils ont des bons pilotes cette année, et plus fiables qu'à l'époque de Schumacher. Le souci, c'est que tu ne vois pas trop de perspectives d'évolution pour cette équipe dans les années à venir. Et est-ce que ce projet est intéressant sur le long terme? Enfin, bon, je vois pas quel intérêt à Haas aujourd'hui, hein, d'avoir une équipe qui est difficilement dans le coup en Formule 1, parce que ton niveau financier n'est pas énorme. Ça coûte très cher. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'être en endurance aujourd'hui, Haas, ou il ne ferait pas mieux de s'allier avec un constructeur? Mais bon, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui s'intéressent tant que ça à la Formule 1 aujourd'hui au niveau motoriste. Mais c'est un peu le souci de Haas, quoi. Avant-dernière équipe, Alfa Romeo. J'ai mis 8 sur 20 à Alfa. C'est pas top, mais après les essais de pré-saison, on s'y attendait un peu. On a quand même un Bottas qui a marqué 5 points. Zhou en a marqué 4. C'est quand même pas du grand Bottas, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme Raikkonen. On a l'impression que c'est la maison de retraite Alfa Romeo pour les anciennes gloires de la Formule 1. Parce que bon, Bottas, alors certes, il a toujours eu du mal sur le rythme de course, ce que je lui reprochais chez Mercedes, mais là, parfois, l'année dernière, il arrivait à se sortir les doigts du cul en qualif. Là, parfois, éliminé en Q1, quand tu t'appelles Bottas, chez Mercedes, c'était pas le problème, c'était pas en qualif, hein, c'était en rythme de course. C'est pas très rassurant. Et puis du côté de Zhou, 2 fois 9e, malgré tout, Zhou ne domine pas Bottas, qui n'est pourtant ne fait pas du grand Bottas. Et donc il y a des rumeurs qui nous disent que Zhou, s'il n'arrive pas à aligner le budget pour l'année prochaine, il dégage. Parce que c'est un pilote fiable, ça on est d'accord, il fait peu d'erreurs, mais il n'est pas très rapide non plus. Et que en F2, il y a un ancien champion de F2 qui a du budget aujourd'hui, c'est Daruvala. Et que Daruvala, il aimerait bien avoir ce baquet chez Alpha. Et qu'aujourd'hui, Zhou, il n'a pas une place assurée, parce qu'on avait fait un contrat pour Bottas, et qu'on préférerait garder Bottas à Zhou. Mais de toute manière, même Bottas le sait, Bottas il partira 2024-2025, parce qu'il ne fait pas partie du projet Audi. Et Daruvala, ça peut lui permettre de montrer ce qu'il vaut en Formule 1, mais Daruvala, il ne fait pas non plus, je pense, partie du projet Audi. Je pense que Audi tape peut-être sur un Carlos Sainz, parce qu'il y a les relations avec le père aussi, ou un Russell, ou je sais pas, un autre pilote, ou un Piastri, ou un Norris. Mais leur objectif, c'est pas Daruvala, et c'est encore moins Zhou et Bottas. Donc on est dans une phase de transition. C'est la dernière année où l'équipe s'appelle Alpha. L'année prochaine, ça s'appellera de nouveau Sauber pendant 2 ans avant de s'appeler Audi. Mais on s'aperçoit qu'on est comme chez Ferrari dans une phase de transition où on essaye de
voilà, on passe d'une ère à une autre et que la transition entre les deux est pas simple. Après, j'ai mis 8 parce qu'on ne s'attendait pas non plus à des merveilles d'Alfa Romeo cette saison, parce que on commence à être habitué chez Alfa Romeo, hein. À part avec Fred Vasseur, et quand Fred Vasseur à part avec Fred Vasseur et Leclerc, j'ai envie de dire avec les deux en même temps, sinon Alfa Romeo, ça n'a jamais été un vrai miracle en Formule 1. Donc c'est juste la suite de cette situation-là, quoi. À part l'année avec Leclerc. On termine avec AlphaTauri, 5 sur 20. Bah, la voiture est pas bonne, déjà. La voiture est pas bonne. Alors Tsunoda a fait de son mieux, mais c'est pas suffisant, je pense. Mais il fait de son mieux, hein. Mais aujourd'hui, avec une voiture qui est vraiment une bouse, c'est compliqué de faire des miracles. Bon, Nick De Vries, ça a été compliqué. Après, on l'a mis sous pression très vite, De Vries. Au bout de 3 courses, il était déjà sur la sellette. Tu peux pas arriver à avoir des résultats en étant au bout de 3 courses sur la sellette. Au bout de 3 courses, on savait déjà qu'il allait se faire dégager très vite, De Vries. Donc il a accumulé les erreurs. Moi, je pense que ce qui lui a coûté sa place, c'est le Canada. Alors, au Canada, l'erreur qu'il fait, c'est pas possible. Et l'Azerbaïdjan n'avait pas aidé non plus. Il a fait 2 erreurs en mauvais moment, tout simplement. Nick De Vries. Mais on lui a pas vraiment laissé son temps en Formule 1, parce qu'on a cru que De Vries c'était un pilote expérimenté en Formule 1. Non, c'était un débutant, De Vries. Il avait un Grand Prix dans les pattes, et puis on a cru que comme il avait fait un super Grand Prix à Monza, c'était un champion du monde en puissance. Non plus, parce que De Vries il a passé 5 saisons à F2 ou 4 saisons à F2 avant d'être titré. Si ça avait été un crack en puissance, il aurait été titré au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5. Et en faisant pas mal d'erreurs de pilotage. Donc, je sais pas ce qui. Enfin, je pense que chez AlphaTauri, ils n'ont pas dû regarder le dossier Nick De Vries. Et tu sentais que il y avait, dès le départ, il y avait des personnes chez AlphaTauri qui n'étaient pas pour Nick De Vries. On a mis Ricciardo à sa place. Moi, je comprends pas trop l'intérêt de Daniel Ricciardo d'aller chez AlphaTauri dans une équipe qui ne performe pas. Bon, après, ça, c'est un choix. C'est un choix, on va dire, mais ouais, je comprends pas trop l'intérêt quand tu as été parfois en position de gagner des grands prix et d'être bien placé au championnat du monde. D'aller chez AlphaTauri, je vois pas trop l'intérêt pour Daniel Ricciardo. Donc voilà, 5 sur 20, parce que année compliquée, voiture qui marche pas. On sait pas trop quel sera l'avenir de cette équipe aussi. Est-ce qu'ils continueront avec Red Bull? Est-ce qu'ils seront revendus à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils continueront en Italie? Est-ce qu'ils seront en Grande-Bretagne? Enfin, il y a plein d'aternoiements en ce moment avec AlphaTauri, et ce qui pose beaucoup de questions sur l'avenir de cette équipe, et cette mauvaise saison n'aide pas non plus. Bon, bah nous, on se retrouve, je pense pas avant mardi ou mercredi, pour faire le débrief du Grand Prix des Pays-Bas. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!